Bienvenue à l'émission Entre les lignes des prix du livre politique. Dans le cadre de cette émission, l'Assemblée nationale donne la parole aux autrices et auteurs qui sont derrière les œuvres récompensées par les prix de la présidence de la 22e édition. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale et président des prix du livre politique, c'est avec plaisir que je salue le travail de ces personnes qui écrivent sur des sujets reliés à la politique québécoise. Leur rapport à la démocratie est inestimable et nous sommes fiers de leur rendre hommage. Bonne émission. Cette année, dans le cadre de la 22e édition, les prix du livre politique mettent à l'honneur l'histoire biographique, la philosophie politique et la critique des institutions judiciaires. Vous aimeriez connaître le fruit des recherches menées par les personnes lauréates? C'est ce que vous propose l'émission Entre les lignes. Gérald Godin demeure l'un des députés les plus mythiques de l'histoire parlementaire du Québec. Poète, journaliste, éditeur, activiste, prisonnier politique, ministre, tout nous incite à croire que Gérald Godin était plus qu'un seul homme. Mais c'est pourtant d'une seule vie dont il est question dans le livre de Jonathan Livernois, auteur de la première biographie de Gérald Godin, un ouvrage qui lui a valu d'être le lauréat du prix de la présidence 2024. Jonathan Livernois, si on est aujourd'hui dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, un lieu où vous avez vos habitudes, c'est pour parler du prix du livre politique que vous vous êtes mérité pour votre biographie de Gérald Godin. Vous avez fait plusieurs biographies dans votre vie. Papineau, Arthur Buis, Pierre Vadeboncoeur et maintenant Gérald Godin. Ce sont tous des personnages, bien sûr, hors du commun, mais aussi des contestataires avec un caractère assez irrévérencieux. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les contestataires? Peut-être que je ne suis pas suffisamment contestataire, je ne sais pas. Mais évidemment, le fait que ces gens-là soient des têtes fortes, des gens qui ont quand même, dans le cas de Godin, puisqu'on en parle, réussi à être à l'Assemblée nationale quand même et à faire avancer beaucoup de dossiers, à défendre beaucoup de choses. J'apprécie ce genre de personnage capable aussi de non pas se fondre, c'est pas le bon terme, mais d'entrer dans un univers particulier et de le faire sien, en quelque sorte. Et Godin a été, franchement, un bel exemple de ce point de vue. Vous êtes un chercheur en histoire littéraire et intellectuelle, donc vous faites des analyses, c'est pas mal ça qui vous occupe le plus souvent. Mais la biographie, c'est un art différent du texte analytique et de l'article dans les revues savantes. Qu'est-ce que ça vous demande de faire une biographie et, au fond, de raconter la vie de quelqu'un d'autre? C'est un très gros défi que je mesurais à peu près au départ. J'ai des collègues, mon ami Pierre Neveu notamment, qui a fait une biographie de Gaston Miron, mon ami Jean-François Nadeau sur Bourgault. Donc, j'ai jasé pas mal avec ces gens-là pour comprendre. Mais il est clair que d'abord, il faut sortir un peu de son métier d'universitaire, de comprendre qu'on ne s'adresse pas au même public du tout en ne prenant pas, évidemment, le public pour des incultes. Loin de là, au contraire, les lecteurs sont avides de connaissances. Donc, j'ai construit mon argumentaire comme ça, un récit aussi très, très différent de ce qu'on fait d'habitude. Hein. La ligne doit être bien dessinée tout au long des 500 quelques pages. Alors, c'est un défi, mais un beau défi, je pense, agréable à relever pour un historien des idées. Alors, vous avez commis la toute première biographie de Gérald Godin. Et Gérald Godin, c'est quelqu'un qui était difficile à formater par ce qu'exigent les fonctions parlementaires et entre autres le ministre. Mais il a gardé son originalité. Le joual contre le politiquement correct. C'est bien ça? Oui, mais Godin, j'ai découvert un homme capable aussi, je dirais pas de compromis, mais de faire passer, comme je le disais tantôt, ses idées par des voies plus ou moins officielles. C'est-à-dire que, vous voyez, René Lévesque, quand Godin s'est présenté en 1976 pour le Parti québécois, Lévesque ne voulait rien savoir de ce personnage-là, considéré comme contestataire, dérangeant, syndicaliste. Mais rapidement, il a compris que c'était un bon député, quelqu'un qui avait à cœur les intérêts de sa circonscription de Mercier et surtout capable de jouer en équipe. Et c'est à ce moment-là, quelques années plus tard, que René Lévesque va lui donner un ministère. Alors, vous voyez, j'ai découvert un type extrêmement brillant et aussi humaniste. Et ça peut passer par l'Assemblée nationale, cet humanisme. Et souvent, la vie médiatique oblige à faire de soi un personnage. Est-ce que
c'est ce qu'on lit dans votre livre, Ouais. c'est comme si, tout en essayant de rester lui-même, il s'obligeait à rester un personnage du poète à vélo qui devient un député, qui devient un ministre. Bien, une chose que j'ai comprise, c'est que Godin est foncièrement un politicien. Hein, on se dit, voilà, le poète égaré en politique. Il va jouer un peu ça, mais il aime profondément la politique. Et les univers poétiques et littéraires ne sont pas séparés chez lui, ils s'alimentent, hein, véritablement. Mais il va servir du rôle de poète quand il est en politique par moment. Donc, le fameux poète à vélo dont vous parlez, ça peut servir ses campagnes électorales. Donc, il est très conscient de ce qu'il donne comme message. Il est conscient du personnage aussi. Mais je me permets de dire aussi qu'en poésie aussi, il joue un personnage. Parce que Godin est différent de ses amis, Miron, Paul-Marie Lapointe. C'est un type qui fait de la poésie un peu, qu'il considère populaire, tout ça. Donc, il va se peindre, disons, en poète, souvent provincial, en type un peu à côté. Mais encore une fois, c'est un personnage. Et il le joue, ça, ce personnage, toute sa vie. Le Parti québécois a une relation complexe avec les minorités et l'immigration parce qu'on sait que les immigrants choisissent l'option fédéraliste peut-être aux 3/4 du temps. Ouais. Et donc, le Parti québécois a de la difficulté avec ses clientèles. Godin fait le pari du rapprochement et il persiste, c'est ça? Il y croit vraiment. Il y croit vraiment, mais il n'est pas naïf. Autrement dit, il sait bien que les Grecs de sa circonscription ou les Portugais ne vont pas voter en masse pour lui. Mais par une sorte... Et là, je vois que le poète entre en jeu, c'est-à-dire que l'humanisme chez Godin fait en sorte que c'est la voie qu'on doit suivre pour l'indépendance du Québec. Même si ça ne fonctionne pas maintenant, même si les chiffres ne sont pas de notre côté, pour ainsi dire, il faut continuer. Et c'est la voie que lui emprunte de manière obstinée. Et jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs. En 93, il a des déclarations très claires sur ces questions-là, en disant que le Parti québécois doit se poser des questions sur l'intégration des immigrants et immigrantes. Vous connaissez cette citation dont on ne retrouve plus l'origine. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Alors, dans le cas de Godin, c'est un peu bizarre comme citation parce que Pauline Julien n'est pas dans l'ombre de son homme. Non, vraiment. Elle est mythique, elle aussi. Et est-ce que, justement, cette réputation hors du commun de sa femme a contribué à faire de Godin un mythe? Oui, je pense que le mythe Godin-Julien s'est imposé dans les années 1980. Ils sont ensemble depuis 1962. Mais c'est vraiment cette image, je vais le dire en anglais, de power couple dans les années 80. Et là, il y a le mythe qui s'est créé autour de deux personnes qui marchent et dont la marche vers l'indépendance est celle de tout un peuple. Ça a donné, on parlait d'ombre, mais ça a peut-être un peu mis de l'ombre sur le travail de Godin à certains égards. Pauline Julien était très présente aussi. Mais en même temps, la biographie, j'ai fait le pari dans la biographie de présenter Godin, évidemment, avec Julien, mais en suivant la voie de Godin. D'ailleurs, c'est un couple extrêmement intéressant parce que, vous savez, ils passent à peu près 4 mois par année ensemble. Le reste du temps, ils sont en tournée, sont à Québec, bon, peu importe. Et ça fonctionne, leur couple. Ça dure 32 ans. Et je pense que c'est une belle preuve, ça, jusqu'à la mort de Godin. L'amour à distance, surtout à l'époque pré-numérique, ça permet une certaine intensité quand les couples se retrouvent. Je pense que oui. Il faut lire ses lettres. Alors, Godin est prisonnier politique, ministre. Premier référendum est perdu. Il y a Pauline Julien. Il a un cancer du cerveau. Il meurt à 55 ans. Ouais. Godin, c'est une fulgurance. C'est une fulgurance. Une chose qui m'a vraiment... comment dire? J'étais très étonné de découvrir comment Godin, en peu d'années, change. Comment, au fond, Godin va se retrouver aspiré par les années 1960, véritablement. Et va passer d'un statut de fédéraliste à indépendantiste. Et là, tout à coup, c'est l'édition, c'est l'écriture de poésie, c'est un feu roulant. Donc, Godin change vite. C'est donc une fulgurance à telle enseigne qu'on a un personnage ici qui meurt à 55 ans, mais dont la vie est tellement remplie. Je dis toujours un peu à la blague, s'il était décédé à 90... il ne serait pas mort d'abord, mais s'il était mort à 80 ans, j'aurais eu beaucoup plus de matière à couvrir et ça aurait fait 1000 pages. Alors, de ce point de vue-là, 55 ans, c'est tout à fait respectable. Jonathan Livernois, vous avez raconté plusieurs vies dans la biographie de Gérald Godin qui vous a valu le prix du livre politique en 2024. Merci de nous avoir accordé cette entrevue dans un de vos endroits préférés. Sûr. Et les gens qui sont intéressés par votre livre sauront très bien où le retrouver. On l'espère. Merci.
Quel sort attend les mères qui perdent la garde de leur enfant? Quelles sont les conditions qui leur sont imposées pour retrouver leur responsabilité maternelle? Jusqu'où va l'État dans la surveillance et le contrôle de ces femmes à qui on impose divers traitements médicaux, quantité de vérifications policières et d'évaluations psychiatriques? Ce sont ces questions qui ont guidé les recherches de Delphine Gauthier-Boiteau, qui a remporté le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant pour son mémoire de maîtrise sur le sort des mères judiciarisées, une recherche qu'elle a complétée au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Delphine Gauthier-Boiteau, si vous êtes à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est pour parler de votre mémoire de maîtrise qui vous a valu le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Le titre de votre mémoire est une longue citation qui mérite d'être lue. Si la mère aspire à reprendre pleinement la responsabilité de l'enfant, elle doit se concentrer sur sa réhabilitation, prendre soin de sa santé mentale et devenir stable. Alors pourquoi avoir choisi cette longue citation comme titre de mémoire? Bien, en fait, j'ai effectué une analyse de discours de la Chambre de la jeunesse en matière de protection de la jeunesse. Et donc, je trouvais que cette citation-là dans la jurisprudence témoignait de façon assez éloquente du paradigme d'intervention thérapeutique qui prédomine dans la prise en charge des mères. Et donc, plutôt que d'essayer d'en parler dans mes mots, je me suis dit que c'était une belle façon là, de rendre compte du travail que j'ai fait finalement. Vous vous intéressez aux mères judiciarisées qui ont perdu la garde de leurs enfants. Et vous faites une analyse intersectionnelle. C'est une approche qui est de plus en plus populaire en sciences sociales. Alors, ces mères judiciarisées, elles sont à l'intersection de quoi? Bien, en fait, les décisions judiciaires que j'ai analysées, les mères n'avaient pas nécessairement perdu la garde de leurs enfants. Ça peut être une des choses que le tribunal ordonne, mais pas nécessairement. Là, il y a d'autres mesures qui peuvent être ordonnées. Mais dans tous les cas, l'approche intersectionnelle, je pense qu'elle est un peu incontournable en matière de protection de la jeunesse dans la mesure où l'intervention qui se fait par cette institution-là est intersectionnelle dans le sens où elle va viser des familles qui se situent un peu, qui sont constituées perdantes, si on peut le dire comme ça, en fonction de rapports coloniaux, de rapports de classe, de rapports de race et de rapports de genre. Et donc, pour rendre compte du contexte d'énonciation du discours, je pense que c'était important de considérer cet enchevêtrement-là des rapports de pouvoir. Et quand on lit votre mémoire, on voit que vous vous intéressez aux effets de la judiciarisation sur ces femmes, et donc vous vous intéressez à la judiciarisation vécue, c'est ça? En fait, oui, c'est ça. C'est sûr que moi, mon travail me permet pas de dire comment les mères l'ont vécu, dans le sens où je suis pas allée les rencontrer elles, j'ai pas fait des entretiens avec elles, mais dans la jurisprudence, il y a quand même certains détails qui permettent de voir comment se déploie l'intervention, tant au plan social, donc au niveau vraiment de la DPJ, et puis au plan judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est retenu par la Cour, qu'est-ce que la Cour considère important des éléments qui ont été rapportés finalement par l'institution ou encore par la mère, mais en tout cas, mon étude révèle quand même qu'il semble avoir moins d'éléments de preuve émanant de la mère qui vont être retenus par le tribunal ou qui vont avoir été considérés d'importance. Et ces femmes-là qui perdent la garde de leurs enfants ou qui sont menacées de perdre la garde de leurs enfants, qu'est-ce qu'elles vivent? Quels sont tous ces processus qui s'appliquent sur elles? Bien, en fait, c'est certain qu'il n'y a pas de données publiques qui permettent de comprendre exactement, là, qui sont colligées systématiquement, finalement, par l'État. Mais ce que les recherches ont montré généralement, c'est que c'est des familles très précaires qui sont prises en charge par la protection de la jeunesse. C'est a fortiori des mères monoparentales, ou en fait des familles monoparentales, mais on sait en fait au Québec que les familles monoparentales sont principalement dirigées par des mères. Ensuite, il y a une surreprésentation qui a été documentée à la fois par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Commission vient au niveau de la racialisation et de l'autochtonéité, donc les familles des peuples autochtones, les familles racisées, les familles noires et les familles arabes notamment, il y a un certain profilage que moi, j'ai pas pu documenter, mais qui fait partie du contexte d'énonciation, c'est-à-dire de la problématique, finalement, là, de ma recherche. OK, ça, c'est au niveau du profil général de ces mères et de ces familles. Mais une fois qu'elles entrent dans le processus judiciaire, là, il y a toutes sortes de contrôles. Vous parlez vraiment de contrôle social. Mm-hmm. C'est le bon mot?
Oui, tout à fait. Moi, je suis d'avis en fait, il y a un vernis d'acceptabilité sociale, de bienveillance qui est accolé à la DPJ parce que, bon, son action est dite au nom du meilleur intérêt de l'enfant. Ce que ça fait, l'effet que ça a, en fait, c'est que ça rend difficile, à certains égards, de dénoncer des critiques des pratiques. Mais je pense qu'il faut quand même le faire. Il faut interroger les pratiques de cette institution parce que, à plusieurs égards, les travailleurs sociaux ont des pouvoirs qui ressemblent, voire qui sont plus grands que ceux de la police, finalement. Et les parents ne bénéficient pas des mêmes garanties constitutionnelles qui sont applicables en matière criminelle et qui permettent, du moins en théorie, de rééquilibrer le rapport de pouvoir entre l'État, qui intervient dans la famille, et les individus qui sont ainsi pris en charge. Et c'est dans votre mémoire, vous nous parlez du consentement de ces mères sur lequel s'appliquent toutes sortes de processus, des évaluations psychiatriques, médication, des surveillances, peut-être même des enquêtes policières. Et quand on demande à une femme d'accepter tous ces processus, surveillance, contrôle, médicaments, pour qu'elles retrouvent la garde de leurs enfants, est-ce qu'on peut parler, selon vous, de consentement? Mais exactement. En fait, ce qui est transversal dans la jurisprudence, mais aussi même à la base dans la loi, c'est une injonction à la collaboration qui traverse le processus d'intervention sociale et judiciaire. Et donc, moi, ce que j'avais remarqué après, qui a un peu motivé cette recherche-là, c'est que dans le dispositif judiciaire, c'est-à-dire là où la Cour va rendre des ordonnances, des recommandations, va rendre opératoire la décision judiciaire, eh bien, il y avait des ordonnances et des recommandations en lien avec des soins psychiatriques ou de nature thérapeutique. Par exemple, on va demander qu'une mère qui vit un contrôle coercitif ou de la violence conjugale suive une thérapie en affirmation de soi. Donc, il y avait vraiment un paradigme thérapeutique de l'intervention et de la prise en charge qui ressortait des décisions et qui fait que, en fait, ce que ça révèle, c'est une compréhension très psychologisante des réalités sociales vécues, des problèmes sociaux vécus, de la précarisation de leur réalité, et donc qui s'intrique à une certaine gouvernance néolibérale de la pauvreté également. Et donc, pour enfin répondre à votre question, je pense que d'une certaine façon, l'ensemble de la procédure rend impossible le consentement qui soit libre et éclairé. Parce que comme les mères n'ont pas le choix de se soumettre, de collaborer avec l'institution, eh bien, en ne collaborant pas, il n'y a pas vraiment de perspective de voir cette intervention-là se terminer de la façon dont elles le souhaiteraient. Et je vous pose cette question, je sais qu'elle ne fait pas partie de votre mémoire. Néanmoins, on voit que vous avez une approche très critique. Vous critiquez le processus judiciaire, les institutions, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans tout ce processus qui s'applique à ces femmes qui veulent retrouver la garde de leurs enfants? Bien, en fait, je pense que j'aimerais tout voir changer. mais donc, j'ai pas abordé cette recherche-là comme étant une recherche de solution. Je voulais simplement pointer, en fait, étudier le discours judiciaire pour pointer les mécanismes de contrôle et de soins, leur intrication là où on les voit pas nécessairement toujours. Et donc, c'est ça, j'ai pas vraiment de solution à proposer, mais je pense que tout doit changer, en fait. Delphine Gauthier-Boiteau, c'est déjà terminé, mais on aurait pu continuer pendant encore longtemps. Alors, pour les gens qui s'intéressent à votre mémoire, ils pourront le retrouver sur le site de la Bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal. Merci pour cette entrevue. Merci. Même s'il est apparu il y a maintenant un demi-siècle, le multiculturalisme continue de polariser l'opinion publique. Malgré l'ambition fondamentale de ces théoriciens qui était de reconstruire l'identité nationale en évacuant la hiérarchie des cultures et la domination d'un groupe sur les autres, le multiculturalisme demeurerait imprégné d'un fondement impérial et des vestiges d'un esprit colonial. C'est du moins la conclusion que défend Xavier Boileau, lauréat du prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant pour la thèse de doctorat qu'il a réalisée au département de philosophie de l'Université de Montréal. Xavier Boileau, bienvenue à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec pour parler de votre thèse. Merci. Une thèse qui vous a valu le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Une thèse qui traite de philosophie politique et surtout du multiculturalisme. Commençons par le début. Pourquoi
le multiculturalisme émerge comme grand courant philosophique à partir des années 70? Oui, donc ça un peu plus vers les années 80, mais ces questions-là commencent à émerger, c'est souvent à cause des transformations sociales qui ont cours à l'époque. Donc, l'immigration postcoloniale qui change un peu la face du type d'immigration qui est plus européenne auparavant. Aussi, l'émergence des minorités nationales, comme par exemple le Québec, mais aussi l'émergence des demandes autochtones, qui viennent tous remettre un peu en question l'idée qu'il devrait y avoir une culture majoritaire qui s'impose à tous, qui devrait être acceptée sans autre forme de procès par l'ensemble de ces groupes-là. Tous ces groupes vont remettre en question l'idée qu'il devrait juste avoir une culture qui prédomine dans l'espace social. Vous êtes en train de nous dire qu'au fond, à partir de cette période, beaucoup de gens parlent des inégalités qui peuvent être causées par le modèle d'intégration, par la culture de la société. Oui, exactement. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il n'y a pas juste les questions économiques qui sont importantes, il n'y a pas juste des questions de justice légale ou traditionnelle comme on l'avait en tête à l'époque, mais il y a aussi des injustices culturelles qui doivent être prises en compte, comme par exemple les questions linguistiques, les questions religieuses, sur lesquelles l'État devrait se pencher, mais aussi les philosophes. Quels sont les principes les plus importants dans la philosophie du multiculturalisme? C'est ça. Le principe vraiment le plus important, je pense, c'est l'idée que la culture peut être une source d'injustice. Donc après, dépendamment si vous êtes un multiculturaliste libéral, non libéral, postcolonial, peu importe, il y a toutes sortes de façons d'essayer de traiter, de rendre compte de cette idée-là que la culture peut être une source d'injustice. Mais ce qui réunit tous ces penseurs-là, c'est de considérer que la culture est importante à prendre en compte dans nos théories de la justice. Et donc, c'est le refus de hiérarchiser les cultures dans un pays, reconnaître les minorités, c'est ça? Oui, c'est reconnaître l'existence de cultures minoritaires, remettre un peu en question l'idée que l'attente, c'est l'assimilation. Donc, quand on arrive dans une société, on devrait totalement abandonner l'ensemble de notre ancienne culture puis adopter l'ensemble des nouveaux codes culturels de la société sans rien retenir. Le multiculturalisme essaie un peu de tempérer puis de trouver un juste milieu entre les deux. Il accepte l'idée que, il y a une certaine forme d'intégration qui va avoir lieu un peu par la force des choses, mais qu'on doit trouver des façons de la rendre la plus juste possible et de permettre aux gens de garder, de conserver, de préserver leurs autres bagages culturels. Donc ça, c'est le résumé de la grande philosophie du multiculturalisme, refus de l'assimilation, non-hiérarchisation des cultures, non-domination d'un groupe culturel sur les autres. Donc ça, c'est la théorie. Dans votre thèse, vous êtes très critique du multiculturalisme et vous parlez des vestiges coloniaux et d'un grand décor impérial, malgré tout, au multiculturalisme. Oui, en fait, très critique. Je pense que je suis critique sur certains aspects. Donc, c'est de reconnaître que c'est quand même une théorie qui nous a permis de faire des gains et d'avancer, mais il y a quand même certains non-dits ou impensés qu'on n'a pas réfléchi ou on ne sait pas auxquels on ne s'est pas suffisamment attardé dans la théorie. Puis, il y a plusieurs penseurs qui ont essayé de commencer à toucher cette question-là ou à le défendre, notamment des penseurs autochtones, mais aussi des penseurs provenant des minorités nationales. On essaie de remettre en question la façon dont le langage de la culture peut en venir au final à invisibiliser d'autres demandes ou à déformer les demandes qui viennent de certains groupes. Mais pourquoi vous parlez d'impérialisme malgré tout en parlant du multiculturalisme? Je parle d'impérialisme parce que, en tout cas, mon intuition, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on pense aux théories du multiculturalisme, on les contraste par rapport à la grande idée de l'État-nation. Donc, l'idée qu'il y a une nation, une culture, et c'est un peu la forme à laquelle on part. Puis on oppose les deux, donc dire, l'État-nation, c'est un espace homogène, le multiculturalisme veut mettre en place un espace plus hétérogène sur le plan culturel. Puis c'est à partir de ça qu'on construit nos réflexions. Alors que mon intuition, l'intuition que je voulais explorer, c'était de dire qu'il n'y a pas juste l'État-nation qui existait comme forme politique, surtout pas au 19e siècle. Il y avait aussi les empires qui étaient des espaces relativement diversifiés sur le plan culturel, malgré un ensemble d'autres défauts. Mais sur le plan culturel, il y avait quand même une diversité qui existait. Puis je me demandais dans quelle mesure le multiculturalisme se distinguait quand on le comparait non pas à l'État-nation, mais à la forme impériale. Donc c'est cette comparaison-là, par une comparaison un peu historique, que j'ai tenté de penser les lacunes du multiculturalisme. Et selon vous, qu'est-ce qui échoue le plus dans le multiculturalisme? Au Canada, je présume que vous avez surtout analysé le cas canadien.
Oui, bon, on ne peut pas analyser tous les pays dans une thèse. Je me suis limité au cas canadien pour différentes raisons. Un des éléments intéressants au Canada, c'est qu'on a autant des peuples autochtones que des minorités nationales. Donc, la convergence de ces deux demandes-là, ou en fait, ou des fois l'opposition aussi entre ces deux types de demandes. Mais la principale lacune, c'était vraiment de montrer, à mon avis, que le multiculturalisme pouvait en venir d'une certaine façon à pacifier ou à invisibiliser les demandes culturelles ou d'autres demandes politiques qui venaient de ces groupes-là, notamment les Premières Nations, les peuples autochtones et les minorités nationales, qui ne demandent pas juste des aménagements culturels, mais qui remettent en question de manière plus profonde la structure des institutions, notamment canadiennes. Et dans votre thèse, vous insistez, vous utilisez un langage pour parler des groupes. Vous parlez des peuples, pas seulement des sociétés. Pourquoi persistez-vous à parler des peuples? Je pense que l'avantage du langage des peuples, c'est que ça donne une certaine... Tout le monde un peu comprend intuitivement de quoi il est question, mais ça donne une flexibilité que d'autres termes ne donnent pas nécessairement. Je pense par exemple au terme de nation, qui renvoie aussi quand même à tout un imaginaire bien particulier, à certaines lacunes ou à certains mouvements politiques aussi plus particuliers, alors qu'à ce niveau-là, le langage des peuples est un peu plus neutre et nous permet de prendre en considération différentes façons de faire société par différents groupes qui ne passent pas nécessairement par l'État-nation, par exemple. Et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter de plus pour tenir compte de vos critiques? C'est tenir compte de l'autonomie des peuples, par exemple? Oui, c'est tenir compte de l'autonomie des peuples, mais d'essayer de en tenir compte d'une façon un peu particulière ou un peu différente de ce que notamment des tuteurs multiculturels vont proposer. Puis là, je construis notamment, entre autres, en partant des travaux d'Iris Marion Young, mais c'est de penser l'autonomie de façon un peu plus relationnelle. Donc, penser comment tous ces peuples-là qui cohabitent les uns avec les autres sur un même territoire peuvent penser leur autonomie en rapport les uns avec les autres et non pas uniquement de façon un peu autarcique ou repliée sur eux-mêmes, ce qui fait au final juste reconduire le problème initial auquel on essaie d'échapper, soit qu'un peuple impose sa vision du monde sur les autres peuples. Xavier Boileau, vous avez beaucoup de choses à dire sur le multiculturalisme et les gens pourront lire votre thèse en consultant le site de la Bibliothèque de l'Université de Montréal. Merci pour cette entrevue. Merci. C'est ce qui met fin à cette 22e édition des Prix du livre politique. Chaque année, les membres du jury sont appelés à faire des choix déchirants parmi d'excellents livres, mémoires de maîtrise et thèses de doctorat. Vous aimeriez, vous aussi, tenter votre chance? Soumettez votre candidature. Toutes les informations sur l'appel de candidature de la 23e édition sont disponibles sur le site Web de l'Assemblée nationale. Au plaisir de vous lire.